si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Picasso, un grand nom de la peinture et un trait de génie. Découvrir son travail, c'est parcourir toute sa vie, comme feuilleter son journal intime. Celui qui a révolutionné l'art du XXe siècle a puisé son inspiration dans son quotidien et ses passions, les femmes comme les événements politiques de son temps. Toiles, sculptures, dessins, collages, tout ce qu'il touche se transforme en art. Donnez-moi un musée, je le remplirai. La formule est signée de Picasso lui-même. Elle trouve un écho tout particulier ici, à Paris, dans le musée qui a été créé en 1985 en son honneur. Après 5 ans de travaux de rénovation, le musée rouvre ses portes et nous dévoile ses trésors. Le musée Picasso dispose de la plus riche et la plus complète collection d'œuvres de Picasso. Qu'est-ce que le visiteur va pouvoir découvrir ici? Le musée national Picasso, à sa réouverture en 2014, c'est un nouveau musée. 37 salles, 3000 m² d'exposition, plus de 400 œuvres. On va retrouver les grands chefs-d'œuvre, mais avec un regard complètement renouvelé, avec vraiment l'idée toute simple d'une fluidité du parcours et puis des surprises, comme les combles avec la collection personnelle de Pablo Picasso qui s'étend sur une dizaine de salles où Picasso dialogue avec les maîtres de manière extraordinaire. Et quelle est la spécificité du musée Picasso parisien par rapport aux autres musées Picasso en France et dans le monde? C'est le seul musée Picasso dans le monde où on peut vraiment embrasser l'ensemble de sa période chronologique de ses débuts. Il n'avait même pas 10 ans, jusqu'à 1 an, voire sa mort en 73, alors que les autres musées sont souvent focalisés sur telle ou telle période. Comment est-ce que le musée Picasso a l'intention en fait de renouveler l'approche qu'on a du travail de Picasso? J'appartiens à une école où on a été finalement formé par le Centre Pompidou, qui est un musée où la distinction entre collection permanente et exposition temporaire n'est plus d'actualité. Et je crois que notre projet pour ici est un peu dans cet esprit. J'aime bien le mot de Francis Ponge, le mot de moviment. C'est la contraction entre monument et mouvement. Je crois qu'il ne faut pas un musée monographique figé, il faut un musée où on puisse avoir toujours un regard renouvelé. Et c'est donc cela qui va nous habiter dans les prochaines années. On va renouveler niveau par niveau pour avoir un nouveau regard sur Picasso. Sur 5 niveaux, le musée Picasso accueille des chefs-d'œuvre et parmi eux, la Célestine peinte en 1904 à la fin de sa période bleue. Une période marquée par des teintes glaciales et hantée par la misère et la mélancolie. À peine 23 ans, Picasso est déjà hanté par la mort, marqué à vie par la mort de son meilleur ami. Picasso parvient à exorciser sa douleur. Plus tard, dans toute son œuvre, il n'a cessé de revisiter les chefs-d'œuvre d'artistes qui l'ont précédé, parmi eux Manet et son Déjeuner sur l'herbe. Nous sommes dans la salle consacrée aux autoportraits de Picasso. Pourquoi avoir fait ce choix? Il me semblait absolument nécessaire que le public puisse assimiler les langages plastiques de Picasso. Et en réunissant des grands moments importants de son œuvre, emblématique de chaque période et qui synthétise son langage plastique dans ses transformations, ses révolutions, où c'est sa propre figure qui sert de support. On le voit se dénaturer, se déformer à vue. Eh bien, c'est une manière pour le public d'entrer en communication avec lui. Alors nous sommes ici maintenant dans la salle consacrée aux travaux préparatoires des Demoiselles d'Avignon. Comment est-ce que Picasso a travaillé pour faire ce chef-d'œuvre? C'est un projet qu'il avait conçu depuis le début comme une grande machine. Alors, vous savez que les artistes de cette période, on est en 1907, préparaient des mois à l'avance pour le salon des très grands formats. Le projet des Demoiselles qu'il a nourri d'un nombre incroyable de dessins, d'études, de carnets, de croquis, de maquettes. Et il voulait, avec cette œuvre, en finir avec tout ce que l'histoire de l'art avait produit jusqu'à ce moment-là. Dès ses œuvres de jeunesse, l'érotisme imprègne les toiles de Picasso.
Sa vie fut marquée par sa passion et son obsession pour la femme. Fernande, Madeleine, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise et Jacqueline. Des femmes au centre de sa vie et de son travail. Chacune d'elles inspira à l'artiste des centaines de toiles et des sculptures. Certaines seront même à l'origine d'une période artistique. Tour à tour muse, femme, amante ou mère, toutes savent qu'elles jouent un rôle essentiel. Parmi elles, Marie-Thérèse tiendra une place toute particulière. De leur union est née Maya, enfant chérie, souvent représentée dans les toiles de Picasso. Devenue femme, elle donne naissance à Olivier Widmayer Picasso. Le petit-fils s'est penché sur la vie de son illustre grand-père. Avec lui, découvrons les lieux mythiques parisiens que l'artiste a fréquentés. Nous sommes sur l'île Saint-Louis, boulevard Henri IV. C'est ici que votre grand-mère Marie-Thérèse et votre maman Maya ont vécu. Est-ce qu'elle vous parlait beaucoup de Picasso? Ah, ma grand-mère m'a quand même raconté quelques moments heureux, évidemment, quelques souvenirs. Il était toujours d'ailleurs heureux. Pablo avait installé Marie-Thérèse et leur fille Maya ici, sur l'île Saint-Louis, et ils ont passé les années de guerre, en quelque sorte, pendant lesquelles Pablo allait de la rive gauche, de la rue des Grands Augustins, jusqu'ici, à l'île Saint-Louis. Marie-Thérèse, votre grand-mère, a-t-elle été à l'origine d'une période artistique de Picasso? Il a rencontré ma grand-mère en 1927, c'est-à-dire au sortir de ce qu'on appelle la période néoclassique de Picasso, où il a montré qu'il avait un talent de portraitiste extraordinaire. Avec Marie-Thérèse, une période nouvelle. D'abord parce que le milieu surréaliste est déjà vivant et Pablo Picasso n'a pas l'habitude de suivre. Alors il va guider, en quelque sorte, en ayant lui aussi une période qu'on a qualifiée de surréaliste, même si lui-même ne donnait pas de nom à ces différentes périodes. Il y avait une continuité dans sa peinture. Toutes les femmes ont inspiré à Picasso des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont une condition sine qua non de sa création? Oh, je dirais même que c'était essentiel. J'ai l'impression que mon grand-père a reconnu celles qui l'ont inspiré. En tout cas, à chaque période correspond une histoire d'amour. Et on peut dire que la vie de l'homme, Pablo, et la vie du peintre Picasso sont nécessairement une et unique. Nous sommes rue des Grands Augustins, à côté de l'atelier où a été réalisé Guernica en 1937. Jusqu'à cette date, Picasso, il avait finalement créé en fonction de sa vie, de ses épisodes de vie. Oui. Et là, il créait d'un coup sur une situation politique. Absolument. Mon grand-père n'est pas un peintre d'abstraction. C'est un peintre figuratif. Il a besoin d'un modèle, une femme, un lieu, des objets. Et puis avec Guernica, eh bien, il est pour la première fois inspiré par un fait réel que lui a montré Dora Maar en lui montrant des photos du petit village de Guernica en Espagne qui avait été totalement détruit par le général Franco, aidé par les forces nazies. Et devant une telle horreur, il a décidé de changer et de se réveiller. Finalement, avec ma grand-mère Marie-Thérèse, ça avait été les années du peintre et son modèle, de l'érotisme, des courbes. Et avec Dora Maar et l'épisode de Guernica, il découvre l'homme politique qu'il a toujours été et qui se réveille. Et pourquoi ce lieu spécifiquement était important pour Picasso? Bien, Pablo, en 1935, cherchait un atelier et c'est Dora Maar, qu'il avait rencontré quelques semaines plus tôt, qui lui suggère l'atelier des Grands Augustins, un lieu assez magique, puisque finalement il avait inspiré Balzac, la troupe de théâtre de Jean-Louis Barrault s'y était installée. Donc ça a une histoire, mais évidemment ça va prendre beaucoup plus d'importance avec Pablo, qui va rester de 1936 à 1955, va y peindre Guernica, va y passer les années de guerre, et va aussi y vivre une sorte de triangle amoureux entre ma propre grand-mère Marie-Thérèse, Dora Maar, et puis Françoise Gillot, qui viendra un peu plus tard le rencontrer ici. Nous sommes ici au Café de Flore, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Quelle a été l'influence de ce quartier dans l'œuvre de Picasso? Bien, ça a été, je crois, une forme de reconnaissance. Quand il est arrivé à Paris en 1900, il est très pauvre, mais il veut absolument être là, au moment de l'exposition universelle, au moment de la Tour Eiffel, au moment de tous ces foisonnements de population. Et c'est là où les artistes doivent être. Alors Picasso était très fidèle en amitié. Quel a été le rôle de cette bande à Picasso avec des poètes, des artistes, des intellectuels, Cocteau, Apollinaire, Max Jacob? En quelque sorte, Pablo emmène quelques-uns de ses copains de Montmartre, ici, à Saint-Germain. On retrouve des photos où il pose avec son ami le poète Max Jacob, avec son marchand, Kahnweiler, mais aussi avec Apollinaire.
Alors Apollinaire, c'est un copain encore plus particulier parce que lui, il va partir à la guerre. Alors Pablo, qui est espagnol, est réputé neutre. L'Espagne ne participe pas ni à la Première Guerre mondiale, ni à la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que mon grand-père avait un sentiment d'injustice, d'impatience. Alors ce qu'il ne peut pas faire au combat, il le fera en peinture. Picasso est un génie créatif qui n'a cessé de se renouveler au fil du temps. Il laisse derrière lui de nombreuses questions. Pour continuer à percer le mystère, Paris lui offre un musée rénové grandiose, un lieu à sa mesure.